Vous imaginez bien que je suis super content de me retrouver devant vous, super content et puis en même temps très, très ému, assez troublé et mesurant aussi, alors à la fois super satisfait de l'intervention de Tanguy Châtel qui nous a présenté en fait ce large panorama et puis aussi très impressionné de ce que je vais pouvoir vous partager avec vous. Et donc, ce que je vais partager avec vous, c'est notre histoire. C'est notre histoire raccourcie, en fait, à 30 ans. 30 ans qui correspondent, en fait, 1987, le point de repère que j'ai choisi de prendre, c'est l'ouverture des unités de soins palliatifs. Parce qu'en fait, c'est une unité de soins palliatifs, chacun sait ce que c'est, la repère physiquement. Et donc, 1987, c'est la première unité de soins palliatifs qui s'ouvre en Bretagne. Et 2017, c'est la dernière qui vient de s'ouvrir. Je vais vous donner des éléments plus précis ensuite. Voilà, donc je vais vous raconter notre histoire. Pourquoi raconter notre histoire ou pourquoi faire référence à l'histoire? Parce que faire référence à l'histoire, au fond, c'est donner la possibilité à chacun de mesurer le chemin parcouru. C'est aussi rendre hommage aux pionniers, on venait de les évoquer. Et puis c'est aussi essayer de comprendre, au-delà de la chronologie, finalement, quel a été le moteur de l'histoire. C'est-à-dire comment cette histoire advient. Et à travers, en fait, je dirais cette dimension historique, là, c'est aussi pouvoir se projeter dans l'avenir, avec notamment l'idée de faire les choix qui nous apparaîtront les plus pertinents. Tout à l'heure, Tanguy Châtel évoquait le fait que nous sommes inscrits dans une très lointaine histoire. Pour nous, en armorique, cette histoire, on peut la repérer par exemple à Plouézoc. Plouézoc, c'est dans la baie de Morlaix. Et c'est le cairn de Barnénez que vous avez sous les yeux. Et ce cairn, en fait, il a été construit il y a à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. C'est le plus ancien monument mégalithique qui existe en Europe. Il a été construit près de 2000 ans avant les plus anciennes pyramides d'Égypte. C'est notre patrimoine, c'est notre histoire. Nous venons des hommes qui ont construit ce cairn. Tout à l'heure, Tanguy Châtel a fait également un grand balayage au niveau de la médecine. Et la médecine, elle a déjà commencé là. Elle a commencé là parce qu'en fait, on se blesse, on saigne, on a besoin de soins, on a besoin d'être réconforté. Et la médecine va se développer, la médecine grecque, enfin, toute notre tradition médicale, elle va se développer autour de l'idée là de essayer de soulager celui qui souffre. Parce que pour l'essentiel, on ne guérit pas. On ne fait que du soin palliatif. Que du soin palliatif. C'est-à-dire l'histoire de notre médecine, elle n'est que du soin palliatif, c'est-à-dire de soulager, de réduire les symptômes pénibles liés à une fracture, une blessure, quelle qu'elle soit, une maladie. En tous les cas, le soin palliatif. Ce que je veux partager avec vous, je ne parle pas du soin palliatif terminal, mais le soin palliatif est l'essentiel de la médecine jusque dans les années 40. Et quand je dis 40, c'est 1940. Au sens où on ne va commencer à guérir réellement qu'avec l'arrivée des antibiotiques. C'est dans les années 30 à peu près, mais là, je dirais, l'industrialisation de la production des antibiotiques arrive dans les années 40, et effectivement, avec la guerre, avec les Américains, en tous les cas, et la pénicilline, on va changer tout, on va changer la vie, on ne commence vraiment à guérir qu'à partir de ces années-là. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est tellement fabuleux que nous allons en fait arriver à ce que j'appellerais le paradoxe de la deuxième partie du XXe siècle, c'est-à-dire nous allons arriver dans une situation où, en quelques dizaines d'années, on va faire des progrès médicaux tout à fait exceptionnels, médico-chirurgicaux tout à fait exceptionnels, grâce aux antibiotiques, grâce aux anti-rejets qui vont nous permettre de faire des greffes, grâce aux antimitotiques là, qui vont nous permettre de commencer
à guérir, ou en tous les cas réduire la progression des cancers. Et en quelques années, vous voyez, hein, j'ai le point de repère, là, 1940, en quelques années, en fait, on arrive effectivement à des choses vraiment magnifiques, avec autre point de repère que je veux partager avec vous dans ce côté un peu exceptionnel, parce que, comme je suis vieux, je l'ai vécu. 1967, la première greffe cardiaque avec le professeur Barnard. Et en même temps, quand je parle de paradoxe, en même temps, à la mesure où on fait des trucs tout à fait fantastiques, en même temps, eh bien, on oublie, on se désintéresse des questions qui sont pourtant fondamentales, essentielles, parce qu'elles nous réunissent aussi aujourd'hui, qui est cet intérêt à la souffrance, cet intérêt à la douleur, cet intérêt à la question de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, les progrès, semble-t-il, vont venir effacer, enfin, vous le semble effacer, je dirais, ce qui était notre préoccupation première, historiquement première en tous les cas. Et on se trouve dans quelle situation à ce moment-là? Donc on se trouve là dans la situation des années, on peut dire 70-80, dans une situation que je vous propose de ne pas oublier. De ne pas oublier parce que les personnes dont on prend soin sont des personnes aussi qui ont vu mourir leurs proches dans ces conditions-là. C'est-à-dire, on n'est pas bon au niveau de la douleur, on est vraiment même moins que bon, on est nul. Enfin en France en tous les cas, particulièrement en France, pour des raisons aussi qui tiennent à l'histoire de la gestion des médicaments et des morphiniques en particulier. Bien évidemment, on n'informe pas les patients. Enfin, vous voyez, on est dans des conditions, les conditions du mourir, elles ne sont pas spécifiques à la Bretagne, mais elles existent aussi en Bretagne, on va les retrouver en France. La banalisation des cocktails lithiques, hein, c'est-à-dire qu'à défaut de pouvoir soulager, à défaut de savoir soulager, on oxy, on tue les gens avec des DLP. Enfin, peut-être parmi vous, il peut y avoir quelques infirmières là, qui à peu près le même âge que moi et qui pourrait vous dire, effectivement, j'ai posé des DLP. On est aussi dans l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire de situations là, de soins qu'on fait au-delà de toute raison. Enfin, à l'époque, ça apparaît raisonnable. Il faut faire progresser la science. Il faut continuer à avancer. Donc, allons-y. Hein. Et puis, aussi, une autre situation qui me semble préoccupante, c'est les soins indignes aux personnes âgées. Et face à toute cette situation-là, en fait, et Tanguy Châtel l'évoquait, voilà. C'est vrai que Schwarzenberg et Pierre Viançon-Ponté, Schwarzenberg, hein, c'était un cancérologue, Pierre Viançon-Ponté était le directeur du journal Le Monde. Et tous les deux, en tous les cas, voilà, ils ont commis cet ouvrage, là, Changer la mort, en 1977, qui vient dire c'est pas possible, là, on ne peut pas continuer comme ça, enfin, c'est trop horrible, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est enfin, en tous les cas, parce que la télévision se développe, parce qu'il y a des débats à la télévision, c'est vrai que cette idée aussi de faire évoluer les conditions du mourir adviennent. Et on retrouve en fait en tous les cas nos points de repère. Patrick Verspyren, pour moi en tous les cas, l'année 84 hein, est une année charnière en France. 84 parce que à la fois en janvier on a un article de Patrick Verspyren qui dit on est en train de déraper, on est en train de banaliser l'utilisation des DLP alors qu'il existe d'autres choses et notamment à Saint-Christopher en Angleterre ils ont une autre attitude vis-à-vis des personnes en fin de vie. C'est ça son message. Et je dirais, on secoue le landerneau médiatique, là. Enfin médiatique, le landerneau médical, autour de l'idée comment un jésuite qui vient parler de la sédation, ou en tous les cas d'euthanasie, etc., ça se fait pas. Et puis en même temps que cette année-là, en tous les cas en septembre, il y a aussi le congrès international de l'ADMD. L'ADMD qui a raison aussi de dire c'est pas possible, là. C'est pas normal de laisser les gens comme ça. Et à Nice, Barnard est venu. Barnard est une figure forte de la DMD. Voilà la situation dans laquelle on se trouve. Et voilà, en fait, ce qui va aussi conduire à ce que nous, en Bretagne, à mon avis, on va s'inscrire dans ce mouvement général, parce qu'on s'inscrit effectivement dans ce développement international des soins palliatifs, hein,
67, Saint-Christopher, c'est l'ouverture de Saint-Christopher. 87, l'ouverture grâce à un Breton, enfin grâce à un Breton, je ne parle pas de Mitterrand là, je parle de Maurice Abivin, hein, qui est le médecin qui va ouvrir l'hôpital international de l'Université de Paris. Je citais Mitterrand parce que Mitterrand est la personne, en tous les cas, qui a permis l'ouverture de cette première unité de soins palliatifs français. 20 ans pour que la bonne idée des Anglais traverse la Manche et vienne chez nous. Donc, vous voyez, on est dans cette situation-là où, en tous les cas, à la fois on perçoit la nécessité de changer, on se révolte, hein, et on va, en tous les cas, ouvrir cette première unité de soins palliatifs en France. Elle s'ouvre en France, et ce dont je vais vous rendre compte maintenant, c'est comment la Bretagne s'inscrit dans cette évolution, comment la Bretagne va y participer, essayer de partager avec vous qu'est-ce qu'on peut comprendre à ce qu'ont été les moteurs de ce qui s'est passé en Bretagne. Parce qu'en Bretagne, enfin en tous les cas, on va, comme d'habitude, on ne va pas faire tout à fait comme les autres. Donc c'est ça, ce que je veux essayer de partager avec vous, mais j'aimerais après qu'on puisse l'enrichir, enfin de mes propositions, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut comprendre à ce qui s'est spécifiquement passé en Bretagne. 87, Paris, et derrière, voilà ce qui se passe en Bretagne. 3 vagues, 3 grandes vagues. La première vague, c'est ce que j'appellerais la vague des pionniers. 87, Saint-Malo, 89, Basse-Bretagne, 90, Guémené-sur-Scorff, 90, Champy. 4 établissements. 4 établissements qui sont des établissements, on peut dire, de tailles différentes. Des hôpitaux publics, des établissements privés, congréganistes, à Bretagne. Guémené-sur-Scorff, c'est un petit établissement, c'est pas péjoratif de dire ça, on est ce qu'on appelle à l'époque un hôpital local. Vous savez où est Guémené-sur-Scorff? Tout le monde, hein, vous voyez, le pays de l'andouille. Pas des andouilles, mais délicieuses. Hein. On est à la campagne, je dirais, un peu dans les terres. Et puis Champy qui va commencer, alors à la fois par avoir non pas une unité de soins palliatifs, mais en fait une équipe mobile de soins palliatifs, première en France, je crois, et qui va derrière, en tous les cas, avoir des lits de repli et qui va devenir une unité de soins palliatifs. Vous voyez, ce sont des petits établissements avec des gens qui ont des caractéristiques singulières. Il y en a qui y croient, d'autres qui n'y croient pas. Mais en tous les cas, hein, ces 4 établissements-là, ils vont démarrer. Et alors, ils démarrent. La loi de 99 n'est pas encore sortie. Hein. Ils vont démarrer. À partir de quoi est-ce qu'ils vont démarrer? Eh bien, ils vont démarrer à partir, finalement, des prolongations d'une commission qui avait été mise en place, d'une commission ministérielle, qui avait été mise en place pour réfléchir sur les conditions de la fin de vie et proposer des mesures concrètes pour améliorer l'accompagnement des mourants. Ouais. Cette commission, elle avait été initiée par Edmond Hervé, maire de Rennes à l'époque, et donc elle va permettre en tous les cas à ces équipes-là d'ouvrir ces structures et d'avancer, c'est-à-dire en fait de développer leur pratique. Deuxième vague, en tous les cas, qui intervient après 99, c'est-à-dire après la création de la coordination bretonne de soins palliatifs, et puis troisième vague, plus contemporaine, là, puisqu'elle se termine en 2017 à la Touvray avec l'ouverture donc de l'unité de soins palliatifs qu'a ouvert Vincent Morel. Pourquoi est-ce que ça s'est développé en Bretagne? Je pense qu'on parlait de la réaction, enfin, de la contestation. Je crois qu'on est heurté, choqué par effectivement les mauvaises conditions de mourir. Et puis aussi, il y a, on peut dire sans doute, une sensibilité culturelle forte à la Bretagne par rapport à la question de la mort. Et puis il y a aussi peut-être le caractère breton là, qui nous fait avoir des convictions. Et quand on a des convictions, quand on a du caractère, on s'attache à le mettre en œuvre. Et puis on est aussi dans une situation où on peut penser que s'ouvre, en tous les cas, la perspective d'initiative. Il y a des changements, par exemple, dans la pharmacopée. Monique Couturier, là, qui fut notre
première présidente et pharmacien des hôpitaux, commet en 92 un livre sur la douleur et la place des antalgiques. Et puis il y a des opportunités institutionnelles aussi qui font qu'un certain nombre d'établissements là vont être intéressés par ouvrir des soins palliatifs parce que ça leur permet d'avoir une autre proposition à faire à la population locale. Et je crois que ce qui va aussi permettre que les choses se créent, c'est le partenariat qui va s'engager très vite entre la CBSP, qui s'est créée en 1999, et puis l'ARH, puis l'ARS. Et donc on se retrouve en tous les cas avec une situation où dès 2009, on a un maillage qui est déjà extrêmement important. Et on a aussi donc, la situation actuelle là, que Anne-Marie pourra commenter, enfin, si ça vous semble nécessaire, en tous les cas qui fait apparaître un maillage très important. Dans cette évolution, en tous les cas, la CBSP a pris sa part. On évoquait la journée d'automne, etc., différentes thématiques. C'est ce que rappelait Géraldine tout à l'heure en introduction. Et notamment, on a pris notre part en étant à l'initiative de la création de la CARESP, qui, elle aussi, apporte sa contribution à cette évolution. C'est-à-dire que les choses ont évolué, au fond, parce que différents éléments ont contribué à cette évolution. Je laisse de côté les perspectives. Et j'en viens, en tous les cas, à quelques enseignements qui me semblent importants de tirer, et c'est là-dessus que je terminerai. En résumé, je trouve qu'en tous les cas, les enseignements majeurs qu'on peut tirer là, de notre histoire des soins palliatifs en Bretagne, c'est il y a, sur 30 ans, on peut en tous les cas voir l'amélioration des conditions de mourir, c'est un premier élément. Deuxième point, une expérimentation et une confirmation de l'importance des soins palliatifs de fin de vie. Troisième point, en tous les cas, l'existence d'un maillage dense et équilibré en fait, de structures et de services. Et tout ça, c'est la conjonction, me semble-t-il, de la conjonction à la fois d'une culture régionale, d'une culture locale, d'un dynamisme associatif, de professionnels et de bénévoles engagés, et puis également du soutien de la tutelle. Quitte à mourir, de mon point de vue, il faut mieux mourir en Bretagne. Eh oui, parce qu'au moins, vous êtes à peu près sûr de trouver des équipes compétentes, des professionnels qui assurent, et à ce titre-là, en tous les cas, d'être mieux soulagé et vraisemblablement mieux accompagné. Bon. Après, et pour conclure mon propos, je vous propose de partager en fait une pensée de Michel de Montaigne. Je vous la cite telle que je l'ai retrouvée en fait dans son ouvrage là. Si nous avons besoin de sages-femmes à nous mettre au monde, nous avons bien besoin d'un homme encore plus sage à nous en sortir. C'est comme ça qu'il a écrit. En tous les cas, parce que vous participez à cette histoire, je vous remercie d'être ces sages personnes dont nous avons besoin. Donc on est en retard, on m'a dit de faire très très vite, donc je vais faire encore plus vite. Donc est-ce que je dis tout a été dit, peut-être globalement. Juste pour vous dire qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'être une vieille femelle dinosaure bretonne avec 30 ans de travail dans le domaine des soins palliatifs, parce qu'on a parlé de gardien de musée. Alors fêter les 20 ans de la CBSP, voilà, c'est un vrai bonheur. J'ai envie de dire, parce que Géraldine t'a parlé des anecdotes, 2 petites anecdotes comme ça rapidement, très très vite. Le premier DU à Brest dans les années, dans les années 80, premier DU à Brest à la fac de médecine, pas un document, pas un livre, pas une vidéo, alors pas Internet, bien sûr, on est encore au Minitel, mais voilà, on n'avait rien et on était là tous ensemble avec une volonté de faire le premier diplôme universitaire breton. Deuxième anecdote qui était pour moi vraiment forte, c'était, tu as parlé d'Edmond Hervé à la mairie de Rennes. Je salue le docteur Martine Vigroux, avec qui, au niveau de l'équipe mobile, on avait monté les premières équipes mobiles, non pas nationales, mais avec une visée extra-hospitalière dans un premier temps. Et nous avons fait, au mois d'août, en plein mois d'août, juste le départ d'Edmond Hervé en vacances, on l'a bloqué dans son bureau, parce qu'on savait que s'il partait, on n'allait pas avoir le financement pour continuer l'équipe mobile. Et donc, on l'a bloqué dans le bureau. On a eu la chance qu'Edmond Hervé avait un proche qui était en train de décéder. Et ça, c'est quand même c'est l'anecdote, mais c'était vraiment important parce que du coup, son écoute a été tout à fait différente. Et on a eu la validation de poursuivre notre travail d'équipe mobile.
Donc ce sont des anecdotes, mais qui marquent fortement une carrière. Juste pour revenir très rapidement sur l'évolution des évolutions de l'unité de soins palliatifs, des EMASP, des LISP au niveau de la région Bretagne, et je souligne aussi l'équipe mobile de la brise pédiatrique, qui est quand même un élément très fort au niveau de notre région. Création de la CARES il y a 8 ans, encore une fois à l'initiative de la CBSP en accord avec l'ARS et financée par l'ARS. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a 3 cellules qui sont en train d'émerger. Il y a une cellule qui existe au niveau de l'Aquitaine, une autre au niveau de la région parisienne et une troisième au niveau centre Val-de-Loire. Beaucoup de régions nous envient cette cellule et les ARS sont prêtes aussi à rentrer dans l'histoire de créer ces cellules pour les régions. Des faits marquants des dernières années en Bretagne, c'est l'impact de la création des plateformes territoriales d'appui au niveau de la région, avec l'intégration très compliquée des réseaux de soins palliatifs qui existaient sur la majorité des secteurs sanitaires et qui faisaient un vrai travail de proximité par rapport aux libéraux. Ces réseaux intégrés dans les PTA, encore une fois, pour beaucoup dans la douleur, eh bien, on voit aujourd'hui notre maillage territorial breton de gros trous dans notre maillage, et ce qui fait que les domiciles, les EHPAD se retrouvent en grosse difficulté parce que pour beaucoup de raisons, les équipes mobiles sont souvent, pour plein de raisons financières, organisationnelles, sont bloquées au niveau des établissements de santé, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un territoire breton qui était avec un bon maillage et qui malheureusement, c'est en train d'être détricoté. Notre travail aujourd'hui, c'est de retricoter urgemment pour que tout ce territoire soit couvert. Donc les problèmes des réseaux, les difficultés au niveau de la démographie médicale, et je ne reviendrai pas, je parle sans compter de la rareté des experts en soins palliatifs, mais je vais aussi souligner, et on en parle un peu moins, et pour moi c'est aussi important, le problème de la démographie des aides-soignantes et des auxiliaires de vie au niveau du domicile. On prône le maintien, le retour au domicile, soit. Mais si nous n'avons pas, pour accompagner ces patients et ces familles, des auxiliaires de vie, des aides-soignants, des SIAD, etc., qui sont en capacité d'accompagner quotidiennement, eh bien, nous n'aurons beau prôner le retour au domicile dans les meilleures conditions, avec des HAD, avec des équipes mobiles, nous n'y arriverons pas. Donc cette démographie-là, elle est aussi à souligner et à travailler. Il va nous falloir repenser nos organisations, vu ces problèmes de démographie médicale, entre autres, nous remobiliser pour retravailler ensemble pour des acteurs de proximité, penser à la mutualisation des compétences, là aussi la mise en place des RCP territoriales qu'on a réussi à mettre en place, RCP ou staff, on va utiliser le mot qui conviendra. Ces staff et ces RCP ont été créés avec des acteurs des secteurs à leur image, à leur rythme, avec ce qu'ils avaient envie d'y mettre, mais au moins on peut y retrouver les équipes mobiles, les unités, les LISP, les HAD, les libéraux également qui sont tout à fait invités à participer à ces temps de rencontre. Et puis c'est aussi, je pense, un temps extrêmement important de formation continue pour les paramédicaux. Ces RCP ou staff de soins palliatifs qui sont copiés un peu sur les RCP d'oncologie ont comme particularité d'être ouverts aux pluridisciplinaires, c'est-à-dire les psychologues, les assistantes sociales, les infirmiers, les aides-soignants. Donc ce sont des temps de formation continue très importants. Donc c'est le travail ensemble, c'est aussi se relier aux autres spécialités du monde du médical. L'oncologie, vous savez très bien aujourd'hui que plus précocement on parlera des soins palliatifs, plus la qualité et la quantité de vie des patients va être améliorée. Donc ce travail-là aussi au niveau de la région Bretagne, eh bien, il est fortement amorcé, il faut le continuer. L'avenir proche, j'en parle en 2 mots, c'est aussi la création des infirmiers de pratique avancée. Alors pour certains, c'est encore un petit peu la nébuleuse, j'avoue que pour moi aussi au niveau de la SFAP, mais on est en train de le travailler pour aussi que ça reste dans les valeurs des soins palliatifs et qu'on ne mette pas une experte infirmière qui serait un mini-médecin ou une super infirmière. Faire de l'individu au niveau des soins palliatifs alors qu'on sait que nos valeurs, c'est l'équipe pluridisciplinaire. Il va falloir qu'on le travaille ensemble. Et puis, ce que Michel a évoqué tout à l'heure, on peut ne pas penser à saluer le travail et l'engagement de tous les professionnels, aides-soignants, kinés, assistantes sociales, médecins, infirmiers, cadres, bénévoles, mais aussi les directions de certains établissements et de pas mal d'établissements qui ont soutenu aussi ces équipes, parce que tout n'est toujours pas forcément noir au niveau des établissements. On parle de militantisme, mais moi je pense qu'il faut encore qu'on en parle parce que rien n'est acquis. Et vous savez très bien que le détricotage ou tout à fait l'arrêt de mise en activité d'une équipe mobile parce qu'il manque un médecin, parce qu'on n'a plus de professionnels, c'est aussi de notre, désolé de dire, mais presque de notre quotidien. Et il faut être très vigilant parce que ce que nous avons créé, acquis, c'est encore très fragile et il faut en rentrer encore dans le militantisme. Et puis, il va falloir travailler encore plus sur le domicile. Et là, il y a un champ d'investigation énorme, ainsi que sur le médico-social. Ce qui, à mes yeux,
les miens. Hein. Et le plus important, le soin palliatif, c'est qu'il nous a offert un terrain de création énorme, d'innovation pour les soins, l'accompagnement du patient pour son entourage, quel que soit le lieu, établissement ou domicile. Et moi, je découvre pratiquement au quotidien, au cours de mes rencontres avec la CARESP, des pépites d'inventivité, de création, modestes parfois, mais qui font la fierté des équipes et qui auraient vraiment une toute légitimité à être partagées, à être mis en lisibilité pour tous. Et je pense que le congrès de la CBSP est vraiment un lieu où on peut partager ces petites pépites de création. Alors il faut continuer à créer, à modifier, à bouleverser ensemble les équipes médicales, paramédicales et bénévoles. Et je conclurai cette intervention en souhaitant aux futurs professionnels qui sont dans la salle des IFSI, entre autres de Saint-Brieuc, la chance d'avoir une carrière professionnelle riche comme celle que j'ai eu la chance d'avoir dans le domaine des soins palliatifs, une carrière pleine de belles rencontres humaines, patients, familles et équipes soignantes. Merci.